Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com. J'ai choisi le livre The Jungle par Upton Sinclair, qui pour moi était un livre fascinant. Bon, c'est écrit au début du 20e siècle, donc en 1904. Upton Sinclair, c'est d'abord et avant tout un journaliste. Quand on lui a demandé d'aller faire un reportage sur l'industrie des abattoirs à Chicago, avait été tellement traumatisé, en fait, des conditions de travail. Et il s'est dit, il faut que je fasse plus qu'un reportage pour le journal, je vais écrire un livre. Et le résultat de ce livre, ça a été de créer le passage du Pure Food and Drug Act qui a créé en fait la FDA par la suite. Donc tout le début de la régulation sanitaire pour les aliments et pour les médicaments a été lancé en fait à cause de l'impact qu'a eu ce livre. Upton Sinclair fait partie de la mouvance des journalistes qu'on appelait les muckrackers, du muckracking, donc du brassage de marde. Et on brasse la marde non pas en inventant des affaires, simplement en expliquant les choses, en faisant comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe. Et juste dévoiler la réalité est souvent la meilleure façon de la critiquer. Aujourd'hui, les publications universitaires abordent le thème de la propriété intellectuelle avec Marc-André Gagnon. Professeur à l'Université de Carleton, Marc-André Gagnon s'intéresse aux politiques de santé publique et à l'évolution de l'économie du savoir. Il faut comprendre que la science médicale, dans les structures actuelles, est devenue beaucoup plus l'extension des campagnes promotionnelles des firmes plutôt qu'une véritable science. Il est avec nous pour parler de la place des brevets dans l'industrie pharmaceutique. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre article dans le livre de Marie-Pierre Boucher, La propriété et ses multiples. Votre chapitre parle des effets de la propriété intellectuelle. Comment est apparue cette forme de propriété dans l'histoire? Bien, la propriété intellectuelle, on parle de différentes choses. On parle droit d'auteur, brevet, et plus tard, ça va être les appellations d'origine contrôlée aussi. Mais fondamentalement, je m'intéresse à la question des brevets. C'est intéressant parce que la propriété intellectuelle, tout le livre est construit sur l'idée de la propriété, de sa naissance un petit peu au 18e siècle, le libéralisme politique et comment est-ce que la propriété est un petit peu une extension de la vision libérale de qu'est-ce que l'individu et sa propriété. La propriété intellectuelle, au contraire, ça apparaît dans l'Ancien Régime, donc la période mercantiliste, fin 15e au 18e siècle, et c'était le roi qui offrait des privilèges. Donc, on vendait des droits de monopole pour renflouer les coffres de l'État. Donc, on vendait aux marchands un pouvoir monopolistique et en même temps, on augmentait le trésor royal. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier grand auteur du libéralisme politique, on considère normalement que c'est John Milton au 17e siècle. John Milton, son premier livre qui défend un libéralisme politique, c'est Aeropagitica, qui défend la liberté d'expression, mais en fait, c'est une attaque à fond de train contre le droit d'auteur tel qu'il existait à l'époque en Angleterre. Donc, le libéralisme politique s'est construit en fait en rejetant le système des privilèges et des servitudes qui étaient mis en place avec la vision à la fois des droits d'auteur, mais aussi la vision des brevets tels qu'il existait dans l'Ancien Régime, c'est à savoir, c'est uniquement un privilège vendu par le roi pour renflouer les coffres royaux. Donc, votre article parle de la propriété intellectuelle. Le brevet est une des dérivées de la propriété intellectuelle. Comment apparaît la première forme de brevet? En fait, la forme plus moderne des brevets, c'est vraiment au 17e siècle. On a eu une transformation complète du droit du brevet dans une forme plus moderne au 17e siècle, 1623, le Statute on Monopolies, où est-ce qu'on disait le brevet, ça va être uniquement sur une base utilitarisme. Si ça peut servir le bien-être public, par exemple sur la question des innovations, donc, on accepte de donner un droit de brevet. Mais c'était tout le temps dans une logique ici purement utilitariste. Est-ce que le droit de monopole, le coût engendré par ça, socialement, est-ce qu'il est moins important que les bénéfices sociaux qui vont en découler? Fin 19e siècle, là, on a une espèce de transformation assez radicale qui va se passer. Le problème, c'est qu'on a la naissance des grandes corporations, les sociétés commerciales par action, et
Là, on se retrouve avec Westinghouse, par exemple, General Electric, des compagnies qui ont des gros laboratoires de recherche. Et là, ces compagnies-là, elles ne veulent pas que ce soit l'inventeur individuel qui a un droit de brevet. Il faut que ce soit la compagnie, il faut que ce soit la société commerciale qui puisse avoir les droits commerciaux liés aux inventions, aux innovations faites par les employés. Et on voit toute l'espèce de lobbying politique qui s'est fait, entre autres, au niveau des avocats de la propriété intellectuelle, pour faire changer la loi du brevet, pour dire que ce n'est plus l'inventeur individuel, ça devrait être la corporation en tant que personne morale qui, elle, devrait posséder les brevets des employés. Et en fait, pour les avocats de la propriété intellectuelle, pour eux, c'était aussi une démarche stratégique, c'est-à-dire les sociétés commerciales allaient représenter des clients beaucoup plus intéressants que les inventeurs individuels, qui est un marché un petit peu marginal. Clairement, ils avaient des incitatifs financiers pour transformer le fondement du droit du brevet de l'époque. Monsieur Gagnon, depuis les 35 dernières années, comment a évolué l'industrie pharmaceutique dans le monde? Pour comprendre ce qui se passe dans les 35 dernières années, il faut comprendre, après la Deuxième Guerre mondiale, sur la logique des brevets, on va avoir une espèce de retour du balancier. Là, on va dire qu'on est allé beaucoup trop loin avec les brevets, on devient beaucoup plus flexible, et dans cette logique beaucoup plus flexible, ça allait bien, on était les 30 glorieuses, capitalisme triomphant, les États-Unis, le grand leader mondial, etc. Dans les années 70, les choses se gâchent un petit peu. On voit, par exemple, les pays en développement qui commencent à se développer. Donc, l'Inde, la Corée du Sud, par exemple, qui se retrouvent à développer leur propre capacité industrielle, qui devenaient un petit peu des nouveaux concurrents et qui venaient vraiment entamer les parts de marché des grandes firmes américaines. Et là, on a cette peur-là qui se met en place, cette peur de déindustrialisation de l'Amérique. Et on pose la question, comment est-ce que l'Amérique peut retrouver son leadership au niveau économique? Il y a une manière tout simple de faire ça. Dans la loi, vous avez juste à breveter l'ensemble des connaissances que vous avez dans le domaine particulier. Faire des échanges de brevets, des pools de brevets, et fixer par contrat les règles avec lesquelles ils vont échanger les brevets. Mais il faut comprendre que la logique du brevet, la manière que ça s'est multiplié, que ça s'est étendu au niveau de l'économie, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'il faut encourager l'innovation. C'était tout à voir ici, comment assurer une capacité institutionnelle de pouvoir de monopole pour les grandes sociétés commerciales de l'époque. Il ne faut pas négliger qu'il y a eu des belles innovations dans le secteur pharmaceutique. Malgré tout, on a eu pour le sida, par exemple, on a eu des médicaments fantastiques qui sont apparus. Mais il faut comprendre que c'était plus l'exception que la règle. Le modèle d'affaires, c'est-à-dire la norme en place, était beaucoup plus axé sur des médicaments qu'on appelle parfois des me-too drugs, des extensions de gamme, qui bien souvent n'apportent aucune contribution thérapeutique et même parfois a des risques plus élevés qu'aux bénéfices qu'ils peuvent apporter. Mais c'est des produits qui deviennent malgré tout des blockbusters. Donc les chiffres de vente, c'est plus d'1 milliard par année, parce qu'on fait des méga campagnes promotionnelles liées à ça. Et les méga campagnes promotionnelles, elles ne font sens que parce qu'on a un système de protection des brevets qui permet l'entrée de n'importe quel nouveau produit, même s'il y a très peu de contributions thérapeutiques. On lit dans votre chapitre que les profits des grandes compagnies pharmaceutiques sont en explosion dans le monde depuis une trentaine d'années. Est-ce que ça se traduit par une hausse des budgets en recherche et développement? Dans les années 80, les budgets de recherche et développement dans le secteur pharmaceutique ont augmenté quelque peu. Mais en même temps, ils ont augmenté quelque peu les crédits d'impôt accordés à la recherche et développement. Si vous investissez 100 $ en recherche et développement pharmaceutique au Canada, vous récupérez 48 $ en crédit d'impôt. Donc, si vous augmentez les crédits d'impôt, évidemment, vous allez peut-être dépenser davantage en recherche et développement, mais la dépense nette n'est pas nécessairement beaucoup plus élevée. C'est vraiment les dépenses au niveau promotionnel qui, elles, ont explosé. Mais ce qui est fascinant, c'est que effectivement, à partir des années 80, on voit la capacité de profit des firmes pharmaceutiques. Et quand on dit les firmes pharmaceutiques, on ne parle pas de toutes les firmes pharmaceutiques, on parle des grandes firmes dominantes du secteur, de ce qu'on appelle le Big Pharma. Donc, on a à peu près une quinzaine de firmes qui contrôlent environ 60% du marché. Ce sont ces firmes-là qui ont vraiment pris le contrôle du secteur. Et là, si on analyse leur capacité de profit à elles, à partir des années 80, la capacité de profit explose. Mais si on regarde en contrepartie, dans la logique de l'économie du savoir, on peut dire, mais oui, c'est normal que leur profit explose. Elles deviennent beaucoup plus novatrices, beaucoup plus d'innovations qui sont apportées sur le marché.
on regarde la contribution thérapeutique, particulièrement les 20 dernières années, c'est marginal, cette contribution-là. Donc, autant qu'on a en fait un déclin au niveau de la contribution thérapeutique, on a une croissance au niveau des profits. Et ça, pour moi, c'est un paradoxe important. C'est un paradoxe qu'il faut pouvoir expliquer, dire comment ça se fait que l'extension du droit de brevet conduit, oui, à une hausse des profits, mais non pas à une augmentation de l'innovation en termes thérapeutiques, à une plus grande contribution en termes sociaux pour le bien-être des patients. M. Gagnon, dans plusieurs de vos textes, vous parlez de l'influence des grandes pharmaceutiques dans la communauté scientifique, surtout dans la littérature. À quoi ressemble cette influence? Faut comprendre, avec les grandes sociétés commerciales, la science est devenue de plus en plus un enjeu économique. C'est-à-dire, si on a une étude qui dit que les bénéfices d'un produit sont élevés et que les risques sont moins élevés, à ce moment-là, ça peut signifier la mise en place d'un marché très intéressant pour une firme. Donc, au niveau de la littérature scientifique, en fait, on peut dire qu'il y a 3 grandes tendances qu'on voit. C'est comment les firmes cherchent à multiplier les études favorables à leurs intérêts ou à leurs produits, dans le cas des firmes pharmaceutiques. L'autre dimension, c'est qu'il faut comprendre, quand on fait de la recherche médicale, c'est à travers des essais cliniques, on est encore dans un système où est-ce que les résultats cliniques sont privés. Il faut comprendre, la firme, pour faire approuver son produit, doit donner l'ensemble des résultats à Santé Canada, mais ensuite, les médecins n'ont pas accès à l'ensemble des résultats. Ils ont accès à la littérature scientifique dans les revues médicales. Et dans les revues médicales, à ce moment-là, on sélectionne quels résultats on veut qu'ils soient publiés et quels résultats on ne veut pas qu'ils soient publiés. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec une littérature médicale qui est très biaisée, c'est-à-dire qu'on multiplie tout ce qui montre les bénéfices du produit et tout ce qui pourrait montrer des effets adverses. Ça, c'est très difficile à trouver dans la littérature et c'est très difficile à financer aussi. Si vous faites de la recherche sur les effets adverses de médicaments, il n'y a pas beaucoup de firmes qui vont accepter de vous financer pour ça. Et une autre tendance qui, pour moi, est de plus en plus inquiétante, c'est vraiment la question de l'intimidation des chercheurs. Là, ce qu'on a vu, c'est que, bon, pour différents produits spécifiques, lorsqu'un chercheur indépendant arrivait avec un discours qui allait à l'encontre des intérêts de la firme, bien là, il pouvait être intimidé de différentes manières. On a vu le cas avec Vioxx. On a eu en 2009 un procès en Australie, en fait un recours collectif pour le Vioxx, et on a eu accès aux documents internes de la firme. Et là, ils avaient monté des listes de chercheurs voyous qu'il fallait intimider ou en fait qu'il fallait s'assurer leur silence de différentes manières. Un autre élément qu'on a découvert à travers les documents internes, c'était que la compagnie Merck avait créé plusieurs fausses revues scientifiques. Donc, on faisait croire que c'était des revues qui étaient revues par les pairs, peer-reviewed, mais en fait, c'était uniquement pour permettre le placement de produits pour la firme. Ça, pour moi, c'est assez nouveau, diablement inquiétant, mais quelque part, pas vraiment surprenant. Tant qu'on est dans une structure où tous les incitatifs financiers obligent les firmes à agir comme ça, moi, je ne blâme pas les firmes d'agir de cette manière-là. Je blâme qu'on ait des structures en place, des incitatifs financiers qui les conduisent à agir de cette manière-là. Il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur dans la communauté scientifique depuis quelques années, c'est le phénomène du ghostwriting. Qu'est-ce que c'est? Les firmes vont produire des études et vont demander ensuite à des professeurs ou des chercheurs, des médecins, des chercheurs indépendants de signer l'étude comme si l'étude avait été faite de manière indépendante afin d'être publiée dans les revues médicales. On demande à une organisation de recherche contractuelle de faire l'essai clinique. L'organisation de recherche contractuelle, elle est payée par la firme pour apporter les meilleurs résultats possibles pour la firme. Donc, ils développent leur expertise, non pas pour mentir puis produire des faux résultats, c'est pas de ça dont on parle, mais toujours pour organiser au niveau des indicateurs statistiques, etc., pour avoir les meilleurs résultats possibles pour les firmes, parce qu'en tant qu'organisation de recherche contractuelle, si je veux avoir d'autres contrats par la suite, bien, il faut que je donne ce que le client demande. Une fois avec ces résultats-là, là, on a les agences de publication médicale, les agences de communication médicale auxquelles on fait appel, et ce sont des agences qui vont écrire des études, tout simplement. Donc, ça va être les ghostwriters, les auteurs fantômes. Mais il faut comprendre, les agences de communication médicale, c'est pas on a des résultats, on écrit une étude, on la publie. C'est pas ça, c'est on prépare un plan de communication. Voici l'ensemble des résultats qu'on a. OK, on va faire un plan de communication. Pour ce produit-là, on va produire
30, 40, 50 études qu'on va publier dans l'ensemble de la littérature scientifique. Pour vous donner un exemple, sur le cas du Zoloft, qui est un antidépresseur par Pfizer, lorsque le médicament a été lancé, on a 81 études qui avaient été publiées par l'Agence de communication médicale sur un total de 211 études qui existaient dans la littérature sur ce produit-là. Donc, on a créé une masse critique d'articles ici qui sont toujours en faveur du produit de la firme. Mais là, il faut comprendre, la littérature scientifique, là, c'est pas « OK, je l'ai publié », c'est souvent on a cette impression-là en tant que prof, on publie quelque chose quelque part et « OK, on a fait notre travail, c'est publié, c'est fini ». Non, il y a une autre dimension qui est importante, c'est que la firme, elle a son armée de représentants médicaux qui vont aller voir les bureaux de médecins un par un pour aller faire la promotion du produit. Donc, on a nos armées de représentants qui apportent l'ensemble des études favorables et qui vont faire la promotion des études favorables par-dessus les études qui montrent que le médicament n'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait. Il faut comprendre, une firme fait approuver un produit pour un usage bien spécifique. Les représentants médicaux, eux, n'ont pas le droit de faire la promotion du produit pour les usages non approuvés. Mais le représentant pharmaceutique, lui, il peut toujours laisser l'étude sur le bureau. Donc, il n'y a pas besoin de faire la promotion, mais il laisse l'étude. Et là, on voit que pour gagner des parts de marché, les firmes ont un marché pour l'usage approuvé du produit, mais ce qui est très important, c'est d'aller chercher un marché plus large avec des marchés non approuvés, tout simplement. Donc, la promotion de ce qu'on appelle de l'usage off-label est fondamentale pour gagner des parts de marché. Le ghostwriting est absolument fondamental, les plans de communication, pour développer ces marchés-là. Là, le problème qu'on a avec ça, c'est, entre autres, on a eu des études qui comparaient la littérature scientifique publiée par rapport à l'ensemble des résultats cliniques obtenus, par exemple, sur la question des antidépresseurs. Si on prenait l'ensemble des études déposées à la FDA, qu'on a obtenues grâce à la loi d'accès à l'information, et qu'on comparait ça, ce qui était publié dans les revues médicales, on a réalisé que si tous les résultats avaient été publiés, en fait, au bout du compte, on réalisait que pour 70 % des gens qui prennent des antidépresseurs en ce moment, il est prouvé scientifiquement que le médicament n'a aucun effet supérieur à un placebo, bien qu'il ait des effets adverses beaucoup plus importants. Et là, on a un problème que les médecins ne le savent pas, ça. Parce que les médecins n'ont pas accès à l'ensemble des données. Ils ont accès à la littérature médicale publiée, tout simplement. Et c'est ça qui est problématique, parce qu'au niveau du savoir scientifique disponible pour les professionnels de la santé, on a un savoir qui est, à bien des égards, biaisé. Donc, même le meilleur médecin qui ne recherche que le plus grand bien-être de son patient ne peut simplement pas connaître quelles sont les évidences cliniques disponibles. Et là, ici, il y a un gros ménage à faire sur la manière qu'on fait les essais cliniques, la manière dont on diffuse les résultats, si on veut s'assurer que les habitudes de prescription de nos médecins sont basées sur les meilleures preuves cliniques disponibles et non pas uniquement sur les campagnes promotionnelles des firmes. Est-ce que le système des brevets reste rentable pour l'industrie malgré tous les coûts administratifs que ça engendre? C'est une question complexe parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on entend exactement par là. Au niveau de la rentabilité, si on regarde ce qu'elle permet en termes d'évolution des profits pour les firmes dominantes, oui, effectivement, on peut dire que c'est rentable. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte croissance de ce qu'on appelle l'intensité du brevet, c'est-à-dire le nombre de brevets par dollar dépensé en recherche et développement. Et ça, on voit qu'il y a vraiment eu une forte croissance de l'intensité, mais ce qui veut dire que le coût unitaire du brevet par rapport aux bénéfices unitaires que chaque brevet peut apporter, ça, c'est en chute libre, en fait. Un brevet, normalement, au niveau unitaire, rapporte très peu. Par exemple, on a certaines études, je pense à Besson et Meurer, qui ont montré que le coût des litiges juridiques liés au brevet était en fait supérieur en termes de milliards que ça coûtait par rapport à l'ensemble de la valeur ajoutée que pouvaient apporter les brevets aux différentes firmes. On se met à breveter n'importe quoi pour ensuite
aller négocier nos ententes avec les autres firmes pour échanger nos savoirs et déterminer combien on va payer à l'autre, etc. Faut comprendre que ce qu'on organise, c'est une immense partie de poker où les brevets sont les jetons qu'on peut emmener dans la partie. Mais le résultat de ça, c'est qu'on crée des immenses barrières à l'entrée pour toute nouvelle firme qui voudrait essayer de pénétrer le marché et puis qui n'ont pas accès à l'ensemble des brevets qui sont déjà existants. Pour elles, la seule rentabilité possible qu'elles peuvent obtenir, c'est de se faire acheter par une des grandes firmes. Et les firmes dominantes, ce n'est pas une logique. On a souvent la vision, OK, il y a des firmes dominantes, mais elles vont s'épuiser avec le temps, puis il y a d'autres qui vont prendre leur place, la création destructrice de Schumpeter. Ben non, elles sont là depuis le 19e siècle, puis je ne vois pas quand est-ce qu'elles vont sortir. Aujourd'hui, tout le monde encense le modèle économique de la société du savoir, mais quand on lit votre article, on constate que vous êtes plutôt critique de ce modèle économique. Bien, de mon côté, je suis très critique du discours de l'économie du savoir, en fait. Cette idée qu'il faut tout sacrifier à l'innovation, avoir l'innovation à tout prix. Plus on donne d'incitatifs pour l'innovation, d'une part, c'est moins d'incitatifs pour des investissements dans les secteurs plus traditionnels qui ont peut-être autant besoin, et parfois sinon plus, d'investissements. Il faut comprendre que l'économie du savoir, c'est qu'on met en place des incitatifs, non pas pour l'innovation générale, pour le bien-être de la population, on met des incitatifs, des innovations qui sont rentables pour les firmes, des innovations qui vont pouvoir être monopolisées, capitalisées par certaines firmes. Si on compare l'innovation en termes réels, ce que ça signifie sur le terrain en termes du bien-être d'une population versus l'innovation pour la rentabilité de la firme, c'est deux choses complètement différentes. En ce moment, on ne mesure l'innovation qu'en termes de rentabilité. C'est problématique. On regarde, nous, la productivité agricole. Il y avait une superbe thèse doctorale, Berland, 2004, qui montrait le croisement traditionnel des céréales apportait une plus grande croissance de la productivité sur le terrain. Mais les organismes génétiquement modifiés, donc avec les Monsanto de ce monde et compagnie, apportaient une croissance de productivité qui était, somme toute, assez semblable, mais beaucoup plus rentable pour la firme. Parce que là, on pouvait approprier les résultats de cette plus grande productivité-là. Et là, on a une transformation de l'ensemble de la technologie au niveau du secteur agricole pour se lancer dans les organismes génétiquement modifiés, pas parce qu'ils sont plus productifs en termes de réalité, parce que c'est une stratégie plus rentable pour certaines firmes qui, à ce moment-là, se mettent à accumuler un pouvoir absolument exceptionnel sur la capacité d'une société pour se nourrir elle-même. Et pour moi, ça, c'est problématique. C'est si on choisit cette voie-là, bien, on doit faire face aux défis auxquels cette voie-là va nous conduire. Pour remédier aux nombreux problèmes que vous avez énumérés dans l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il faudrait envisager l'abolition du brevet? C'est une question complexe. On ne peut pas répondre oui ou non. Il faut comprendre, le brevet fait partie d'un régime juridique de propriété très spécifique, dans un ensemble de structures institutionnelles spécifiques et dans on pourrait dire un écosystème industriel spécifique aussi. Et la question qu'il faut poser, c'est quel est le meilleur moyen d'assurer la plus grande innovation possible qui apporte un plus grand bien-être à la population en termes sociaux et économiques? Est-ce que le brevet peut être un outil pour conduire vers ça? Et par exemple, dans le secteur pharmaceutique, je crois qu'il y a quand même capacité d'avoir tout un secteur privé basé sur les brevets qui peut conduire à certaines innovations qui peuvent être intéressantes. Mais pour moi, le problème, c'est que ça, c'est une piste parmi d'autres. Il y a d'autres types d'innovations qui ne seront jamais engendrées par cette voie commerciale privée brevetée. Et, par exemple, l'université ou la recherche publique peut, elle, conduire à d'autres types d'innovations qui peuvent être plus intéressantes, ou en tout cas différentes, que ce qu'on va trouver dans le secteur privé. Si on me dit qu'il faut la logique de brevet partout, il faut l'étendre à l'université, comme on fait en Amérique du Nord depuis les années 80 aux États-Unis, les années 90 au Canada, en disant qu'il faut plus de partenariats avec les firmes, puis il faut que la recherche académique
puisse être brevetable pour assurer la commercialisation de la recherche. Bien là, on est en train de transformer la manière dont se faisait une recherche alternative qui était différente, mais qui était aussi très intéressante. Et là, cette logique de brevet partout, pour moi, est très, très problématique. Donc, ce n'est pas une question est-ce qu'il faut annuler le brevet ou pas, c'est comment encadrer son rôle, comment assurer que si on lui donne un rôle, il puisse gérer l'innovation qu'on lui demande, de la manière dont on lui demande, et comment ne pas se retrouver avec un brevet qui est juste une stratégie corporative de l'accroissement de son pouvoir monopolistique, peu importe la question de l'innovation. Donc, il faut poser la question dans le contexte spécifique, est-ce que la protection de brevet va-t-elle trop loin? Va-t-elle pas assez loin? Comment s'assurer qu'elle assure la meilleure innovation possible pour une population? Je me rappelle, c'était le livre Philippe Pignard, Le grand secret de l'industrie pharmaceutique. Philippe Pignard expliquait, grosso modo, il y a un déclin de l'innovation thérapeutique en ce moment, mais les firmes continuent à être rentables. Mais lui, il n'avait aucun chiffre pour appuyer ça. Et là, j'ai lu le livre et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Au niveau théorique, ce sur quoi je travaillais, au niveau de comment comprendre le capital comme un pouvoir social sur une population, c'était vraiment le déclic. Ça, c'est l'étude de cas que je veux avoir. Donc, avec le temps, là, je suis devenu un expert du secteur pharmaceutique et je me suis fait comme complètement avaler parce qu'il devait être au départ qu'une étude de cas. Et là, l'étude de cas est devenue finalement ma carrière, d'une certaine façon. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com.